Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est l'une des affaires les plus glaçantes que la police judiciaire ait eu à traiter. À la fin des années 90, des meurtres en série de jeunes filles, tous plus barbares les uns que les autres, sèment la terreur à Perpignan. Les enquêteurs multiplient les investigations. L'enquête va finalement aboutir grâce au progrès de la police scientifique. Vous écoutez l'affaire Jacques Rançon, première partie. Les années 90, c'est festif encore. Perpignan bouge. Voilà, c'est une ville où on fait la fête encore dans les années 90. Ce tueur, il vient nous tuer des filles de chez nous, des jeunes. Toutes brunes, les cheveux longs, type méditerranéen. Jean-Daniel Cécilia, commandant PJ de Perpignan. Quartier de la Gare, donc un quartier quand même de Perpignan qui est quand même assez mythique, on va dire. Ça nous prend aux tripes, quoi, en quelque sorte. Voilà. On a vite compris, je pense, qu'on avait affaire à quelque chose d'exceptionnel. Le corps de la victime est face contre terre, les bras en croix, les jambes écartées. Ils sont en présence du cadavre d'une jeune fille. Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes. Ce cadavre a été mutilé, les parties sexuelles ont été prélevées, les seins aussi. Là, c'est le choc, c'est une véritable vision d'horreur. Corinne Saboureau, journaliste l'Indépendant. C'est une image qu'on ne peut pas oublier. Ça marque à vie. De suite, on a compris que c'était une affaire qui allait être hors norme parce que faire ça à une jeune fille, c'était quelque part incroyable. On n'avait jamais vu ça à Perpignan. Le substitut du procureur arrive sur place et demande à ce qu'on retourne le cadavre. Et à ce moment-là, le substitut du procureur reconnaît la victime, qui est une jeune femme, qui s'appelle Mokhtaria Chaïb. Thibaut Solano, journaliste et auteur du livre Les Disparus. Dont il avait ordonné le placement en foyer quelques années plus tôt à la suite de problèmes familiaux. Mokhtaria Chaïb, c'est une jeune fille de 19 ans qui vivait depuis la rentrée de septembre à la cité universitaire de Perpignan. Mokhtaria Chaïb rêvait d'être infirmière parce qu'elle voulait s'occuper des autres. Elle a beaucoup d'espoir. Elle est au début de sa vie. On comprend que c'est l'affaire. Quand on est flic en PJ, c'est justement pour ce genre de dossier. Et tout le monde veut y participer. Donc, congé ou pas congé, tout le monde est là pour travailler. Une fois le corps identifié, les policiers de Perpignan vont retracer l'emploi du temps de la victime dans les heures qui ont précédé sa mort. On détermine rapidement qu'elle passe la soirée chez un ami à elle qui habite dans le quartier de la Gare. Aux alentours de 22h30, Mokhtaria Chaïb décide de rentrer dans sa cité universitaire à pied. C'est un trajet qui représente 30 à 40 minutes. Elle doit emprunter l'avenue de la Gare, puis tourner à gauche, emprunter la rue Courteline, et ensuite c'est tout droit. Ça monte jusqu'à la cité universitaire et ça passe forcément devant le terrain vague où on retrouvera son corps. Ce qui se dégage rapidement, c'est que Mokhtaria Chaïb a dû faire une mauvaise rencontre sur ce chemin entre le domicile de son ami et sa cité universitaire. Quand on va voir tous les voisins, en fait, personne n'a entendu quelque chose. Avant, il n'y avait pas de caméra de surveillance. On n'avait rien du tout. Nous sommes en hiver, il n'y a personne dans les rues, donc personne n'a pu parler de Mokhtaria Chaïb ou de son agresseur. Début janvier, donc c'est 15 jours après la découverte du corps, il y a un riverain de la rue Ningesser-Écolier qui est venu tailler la haie. Et dans la haie, il trouve une chaussure de femme. Et ce monsieur-là fait un lien avec la découverte du corps de Mokhtaria. Donc le riverain nous remet cette chaussure. Et la meilleure amie de Mokhtaria va confirmer, ce sont bien les chaussures de Mokhtaria Chaïb.
Donc on va rapidement fouiller tous les jardins de toutes les maisons et à quelques dizaines de mètres plus loin, dans une autre haie de maisons, on va trouver la deuxième chaussure. Et elles vont être conservées dans la salle des scellés au service pendant des années et des années. L'autopsie démontre qu'elle a reçu des coups au niveau du visage. Elle avait des traces de strangulation au niveau du cou, mais surtout elle avait une douzaine de coups de couteau au niveau de la région du cœur, qui ont été des coups mortels. A priori, les ablations ont eu lieu après la mort. Les médecins légistes vont être formels. Ils vont dire que les mutilations qu'ils ont constatées ne peuvent être l'œuvre que d'un chirurgien, d'un médecin, peut-être d'un vétérinaire, en tout cas de quelqu'un qui a des connaissances approfondies en anatomie. On se dit, voilà, on a affaire à un fou furieux, quoi. Enfin, médecin. À partir de là, tout le monde va chercher un médecin. Courant janvier, il y a un enquêteur de la sécurité publique qui apporte un renseignement en disant voilà, il y a des jeunes qui jouent sur un terrain pas très loin de la scène de crime et ils sont importunés par un individu qui a l'air bizarre. J'ai gratté, j'ai identifié cet individu et c'est un médecin. Et en plus, c'est un médecin qui a fait de la prison parce qu'il a volé du matériel médical au CHU à Narbonne. Cet homme n'habite qu'à 200 mètres du terrain vague. On a retrouvé le corps de Mokhtaria Chaïb. Évidemment, ça a été, je dirais, l'enthousiasme général pour dire c'est peut-être lui. Et donc, on a commencé à travailler sur cet individu-là, qui s'appelait Palomino Barrios. C'est un homme qui est âgé de 49 ans et qui était originaire du Pérou et qui vit seul dans un logement à Perpignan. Il a fait de mémoire 22 centres hospitaliers quand même. Il s'est fait embaucher à chaque fois sur une photocopie d'un diplôme de Cusco, sans validation ni européenne ni française. Tous ces éléments autour de Palomino Barrios suffisent à le placer en garde à vue, au moins pour l'entendre. En même temps qu'il place Palomino Barrios en garde à vue, les enquêteurs perquisitionnent son petit appartement. C'était un capharnaüm pas possible, dans un état de saleté absolue. Tout étant en chantier, ce qui laisse penser que Palomino Barrios a un quotidien assez étrange. Mais, encore plus étrange, il y a manifestement des traces de sang dans sa salle de bain. Ils font des prélèvements, le police scientifique fait son travail, c'est tout qui part à l'analyse. Les policiers vont interroger Andrés Palomino Barrios sur son emploi du temps dans la nuit du 20 au 21 décembre 1997. Et là, il va leur dire « J'étais en Espagne et depuis 2 jours, je n'étais pas à Perpignan. » Et Palomino Barrios va nous dire « J'ai dormi dans ma voiture ». Évidemment, un alibi qui n'est pas vérifiable. J'ai dit « J'étais seul », donc c'est un petit peu embêtant. Sauf que les voisines vont expliquer qu'elles l'ont vu la veille au soir, c'est-à-dire le 20 décembre au soir, et qu'elles l'ont revu le 21 décembre au matin. On a des riverains qui nous disent « Mais le dimanche matin, on l'a vu arriver avec son camion, le camion dégouliné d'eau, manifestement, il venait de laver son camion. » Ça le fait encore plus soupçonner du meurtre commis sur Mokhtaria Chaïb. Les enquêteurs, quand ils interrogent sur son camion, est-il vrai que vous avez lavé votre camion à grandes eaux, il nie également. Donc il nie d'un bout à l'autre une implication dans le crime de Mokhtaria Chaïb. Andrés Palomino Barrios, à l'issue de ses gardes à vue, est présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat avec acte de torture et de barbarie, et il est incarcéré, bien sûr, à la maison d'arrêt de Perpignan. Il y a une forte pression à l'époque à Perpignan. C'est le coupable idéal parce que les experts disent c'est un médecin, on a un médecin,
Enfin, on l'a trouvé, donc ça arrange tout le monde, au final. Malgré l'absence de preuves, Palomino Barrios reste en prison le temps que l'enquête se poursuit. Personnellement, et j'étais pas seul au service, on était un petit peu gênés parce que le concernant, il n'y avait pas d'éléments matériels, il n'y avait pas d'aveu. Gilles Soulier, contrôleur général, chef de l'antenne PJ de Perpignan, 1997-2000. Il y avait effectivement des indices, mais vraiment très légers. Les analyses, elles reviendront toutes négatives. Aucune trace de sang de Mokhtaria Chaïb, ni comme pas de cheveux, rien. On n'est pas persuadé que ce soit lui. On continue à travailler, voilà. C'est pas parce qu'on a arrêté Palomino Barrios qu'on a arrêté les autres pistes. Jean-Daniel Cecilia, commandant PJ de Perpignan. Mais disons qu'on l'a empêché de nuire, déjà, il est passé en prison. Donc on sait que si c'était lui, il ne pourrait pas recommencer dans les semaines qui viennent. Le 26 juin 1998, coup de tonnerre. On découvre à la sortie de Perpignan, à proximité du péage de l'autoroute A9, un nouveau corps. Celui d'une jeune femme. Le corps est totalement nu. Il a subi des mutilations terribles. Ses organes sexuels ont été amputés. Sa tête et ses mains ont également été sectionnés. On va l'identifier rapidement parce qu'en fait, les gendarmes ont une enquête pour disparition inquiétante depuis une dizaine de jours. Elle s'appelle Marie-Hélène Gonzalez, elle a 22 ans. Brune, cheveux longs, qui est partie de la gare d'Argelès, qui est montée dans le train, qui est arrivée en gare de Perpignan et qui a disparu. Ça fait tilt, tout de suite. On savait que Marie-Hélène avait l'habitude de faire du stop. Et donc, comme ses parents habitaient Toulouse, elle a pris la rue à droite en sortant de la gare. Donc, en fait, c'est le même trajet que Mokhtaria. Il y a 3 choses qui nous ramènent à Mokhtaria Chaïb. 1, les mutilations. 2, le même profil, une jeune femme, autour de 20 ans, brune. Et 3, la gare. Mokhtaria Chaïb rentrait du quartier de la gare quand elle a été tuée. Marie-Hélène Gonzalez arrivait au quartier de la gare quand elle a disparu. Pour nous, il n'y avait pas de doute, c'était le même qui avait tapé. On avait la conviction et la certitude qu'on avait affaire à un seul et même individu, donc un prédateur, qui a frappé au moins 2 fois et qui est malheureusement susceptible de refrapper. Donc Palomino Barrios, c'est plus lui. Le juge d'instruction, dans le mois qui suit, libère Palomino Barrios. Donc le juge d'instruction pense que seul celui qui a tué Mokhtaria Chaïb est capable d'avoir tué Marie-Hélène Gonzalez. Ça change totalement l'axe de l'enquête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va créer une cellule criminelle pour repartir sur d'autres éléments. Il faut tout recommencer finalement. On cherche quelqu'un qui a déjà commis des crimes sexuels. Et on sait très bien que ça n'arrive pas gratuitement. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé avant. Donc on va regarder dans les fichiers que l'on avait à l'époque, tous les individus connus pour ce type d'infraction-là. Et donc là, on s'est lancé dans un long travail d'identification d'individus sur ce quartier de la gare. Et là, on se rend compte que c'est lourd. C'est fou le nombre de délinquants sexuels qu'il peut y avoir dans une ville de 100 000 habitants, quoi. Il y a de l'impatience. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais bon sang, est-ce qu'on va y arriver? Avec l'investissement qu'on donne, on doit pouvoir toucher quelque chose du doigt. Et ça, c'est terrible dans la tête parce que on a l'impression de patiner. Moi, honnêtement, l'intuition que j'ai, c'est qu'on ne va pas y arriver. T'es très pessimiste. Gilles Soulier, contrôleur général, chef de l'antenne PJ de Perpignan, 1997-2000. Ah, c'est peut-être ma nature aussi, mais je dis cette affaire, on ne la sortira pas. Avec ces 2 meurtres aux similitudes troublantes,
Les enquêteurs se concentrent désormais sur la piste d'un tueur en série. Ils cherchent alors d'autres crimes semblables dans le quartier de la Gare, et rapidement, ils vont en trouver. Puisque les policiers sont sur cette hypothèse de tueur en série, ils vont chercher à savoir si d'autres crimes ont eu lieu dans le quartier de la Gare ou d'autres disparitions non élucidées. Ils vont arriver à la disparition d'une jeune femme. Tatiana Andujar est lycéenne, elle a 17 ans. Elle disparaît le 24 septembre 1995 au soir. Elle revient alors d'un week-end à Toulouse avec des amis. Elle arrive en train à la gare de Perpignan à la toute fin de journée. On sait qu'elle devait juste regagner le domicile familial par ses propres moyens ce soir-là. Sauf que, à la nuit tombée, ses parents découvrent qu'elle n'est toujours pas rentrée. Le lendemain matin, qu'elle n'est toujours pas rentrée. Et ils finissent par prévenir la gendarmerie la plus proche de la disparition de Tatiana. Après la disparition de Tatiana, c'est le chaos total. Moi, je vis sur le canapé. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana. Parce que je me dis que si ma fille appelle, il faut que ce soit moi qui décroche le téléphone. C'est un cauchemar. L'enquête sur la disparition de Tatiana Andujar s'intéresse à une multitude de pistes. La fugue, la mauvaise rencontre, mais aucune piste ne débouche sur quoi que ce soit. Et au printemps 1997, soit moins de 2 ans après la disparition de Tatiana Andujar, l'enquête aboutit à un non-lieu. Et les parents se retrouvent dans la solitude totale avec ce mystère de la disparition de leur fille. On ne peut pas imaginer que votre enfant disparaisse, mais qu'on ne la retrouve pas. C'est pas possible. Et puis, les semaines, les mois, les années passent et on attend toujours. On vit avec le fantôme de Tatiana. Le dossier sera rouvert. On pense que Tatiana Andujar a pu être aussi tuée par celui qui a fait disparaître Marie-Hélène et Mokhtaria. Quand on parle de Mokhtaria et Marie-Hélène, j'ai toujours la chair de poule parce que j'ai l'impression de les connaître alors que je ne les connaissais pas, mais de les connaître un peu comme si ça avait été mes filles. Les affaires étaient liées, nos filles étaient liées. À l'été 1998, la presse locale et nationale fait donc état d'un possible tueur en série qui aurait 3 victimes à son actif dans le quartier de la gare de Perpignan. Un tueur en série insaisissable. Donc évidemment, une ville comme Perpignan de 100 000 habitants est alors frappée par une forme de psychose. Là, c'est l'angoisse permanente qui repasse à l'acte. La ville, elle se replie complètement sur elle-même et on ne sort plus qu'en bande et qu'en grosse bande, quoi, un grand groupe. On ne sort pas à 2 ou 3, on sort à 10 ou on ne sort pas. Il y a un danger qui plane sur la ville et tout le monde en est conscient. Forte psychose, évidemment, forte pression sur les enquêteurs, mais ça c'est normal, je veux dire, bien évidemment, donc il faut vite trouver l'auteur. Ça commence vraiment à ressembler à un scénario hollywoodien, mais c'est aussi favorisé par l'époque. À cette époque-là, la figure du tueur en série est en train d'être popularisée en France. Il y a des films, Seven par exemple, et puis il y a également d'autres affaires en France. L'affaire Guy Georges à Paris en 98. Donc la figure du tueur en série s'impose un peu partout en France. Qu'on imagine un tueur en série un peu à l'américaine, avec une double personnalité, c'est-à-dire médecin le jour, notable, et détraqué sexuel la nuit. 3 ans plus tard, en février 2001, une autre disparition relance la psychose. En février 2001, une autre jeune femme disparaît dans Perpignan. Et tout le monde pense que le cauchemar continue. Fatima Hidraou, pour nous, c'était une nouvelle victime.
Elle rentrait chez elle quand elle a disparu, manifestement, et pour rentrer chez elle, elle devait passer devant le terrain vague où le corps de Mokhtar Chaïb avait été découvert 3 ans et demi plus tôt. Cette fois, les enquêteurs de Perpignan ont ce petit coup de chance dont ils ont manqué pour les affaires précédentes. Il y a eu un témoin qui aurait vu Fatima Hidraou avoir une altercation dans un véhicule. Et la plaque d'immatriculation aurait été en partie transmise par ce témoin. Et grâce à cette transmission partielle, on a pu émettre des profils de gens à qui appartenaient les voitures et on est tombé sur Marc Delpech. C'est quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui tient un petit bar du centre de Perpignan. Il faut frapper là maintenant, c'est le bon, on le tient, voilà. On va vite l'interpeller. Marc Delpech va dire qu'il était secrètement amoureux d'elle et que ce soir-là, dans sa voiture, au moment où il lui déclarait sa flamme, elle l'a rejeté d'un rire méprisant et que ça l'a rendu fou. Et à ce moment-là, il l'aurait étranglé dans sa voiture. Marc Delpech va reconnaître l'homicide de Fatima Hidraou. Pourquoi pas un lien avec toutes les filles. Donc là, une nouvelle croyance émerge à l'antenne de la PJ de Perpignan. Le tueur en série, c'est Marc Delpech. On va fouiller dans son ordinateur et on va découvrir que Marc Delpech, à ses heures perdues, essayait d'écrire des polars. Et il y a précisément le début d'un polar qui raconte l'histoire d'un homme chargé d'enlever des jeunes filles aux abords de la gare. Et le premier chapitre s'appelle Tatiana. Il décrit ma fille d'une façon plus que précise, des choses que la presse n'avait pas évoquées. Il nie complètement être concerné par ces meurtres et malgré d'ailleurs l'insistance du juge d'instruction qui à un certain moment le convoque tous les jours à son cabinet, il contestera les faits. Et le procès de Marc Delpech s'ouvre 3 ans après, en 2004, au tribunal de Perpignan. Il va planer une ambiance étrange. Il est jugé pour le meurtre d'une femme, mais c'est comme si le fantôme des autres disparus de Perpignan planait sur la salle d'audience. Il va être condamné à une lourde peine, 30 ans de prison. On continue à chercher malgré tout, mais on sait que le temps fait que c'est perdu, quoi. Pour moi, c'est un échec. 2 ans plus tard, Vincent Delbrel est nommé capitaine de la police judiciaire de Perpignan. Il relance l'enquête. Je suis arrivé le 1er janvier 2006 en provenance de la brigade criminelle de Paris. J'ai intégré le groupe où les enquêteurs travaillaient encore sur l'affaire qui était disparue de la gare de Perpignan. Je prends connaissance du dossier et je participe aux différentes pistes qui sont explorées par mes collègues encore présents. Et une piste qui m'a semblé intéressante dès le départ, c'est de relancer les recherches ADN. Vincent Delbrel, avec la juge d'instruction, décide de faire réexaminer des scellés trouvés sur les différentes scènes de crime, et notamment les chaussures de Mokhtar Chaïb qui avaient été retrouvées dans un jardin près du corps. Ah là, on se dit que la seule issue, c'est le progrès scientifique, c'est ces expertises ADN. On nous dit qu'on utilise les échantillons qui restent, mais qu'on ne pourra plus faire d'analyse derrière. C'est la dernière chance d'avoir un nom. On attend à peu près environ 1 an les résultats définitifs des expertises. Sur une des 2 chaussures de Mokhtar, un laboratoire a mis en évidence un ADN, mais un ADN partiel. Un ADN, en fait, c'est comme un code barre. Et là, on n'avait pas suffisamment de chiffres. Donc cet ADN, on ne pouvait pas l'intégrer dans le fichier. Il faut qu'il soit complet pour être intégré dans le fichier. On va le comparer à 6 suspects principaux dans l'affaire, notamment Marc Delpech et Palomino Barrios. Mais, nouvelle déception pour les enquêteurs, cet ADN ne matche avec aucun des suspects connus du dossier. Donc après, bon, il y avait quand même l'espoir qu'un jour ou l'autre, ces profils partiels puissent parler. Alors là, je vous le cache pas, tous les jours, toutes les semaines, on attend. Est-ce que ça va matcher? Laure Moisset, journaliste indépendant. Avec quelqu'un, qui ça va être? Et pourvu qu'on ait un nom,
Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.